C'est ce qui a eu lieu. Ils ont commencé à se battre. Mais la réalité sur le terrain qu'on ne veut jamais dire aux gens du monde entier, le 7 avril et les autres jours qui s'étaient passés là-bas, a commencé, ou bien ont commencé des atrocités au Rwanda. L'armée d'Abiyarimana, l'armée régulière, l'armée des Hutus n'avait plus d'armes, n'avait plus de munitions, car c'était une armée sous embargo. C'était maintenant les gens de Kagame qui avaient des munitions, car les avions des Canadiens et des Américains venaient leur jeter des munitions, des médicaments et des nourritures dans des zones contrôlées par Kagame il y avait déjà 3 ans. Et on les acheminait au moyen des camions. Maintenant, quand vous commencez à vous battre après la mort d'Abiyarimana, qui doit gagner cette guerre? Ceux à qui on fournit les armes par l'Amérique et le Canada, ou bien ceux qui sont là, bien qu'étant 9/10 de la population du Rwanda, après avoir tiré, ils ont des armes vides en main. L'armée du Rwanda d'Abiyarimana s'est retrouvée à un moment donné avec des armes, une grande population militaire, avec des armes qui manquaient de munitions, car ils étaient sous embargo pendant plus de 3 ans. C'est ça qu'on ne vous dira jamais à la télévision américaine, française, canadienne. Ce sont des menteurs. Ça justifie quoi? Nous jetons les armes, nous allons prendre maintenant des machettes pour défendre notre pays coûte que coûte. Nous allons mourir avec des machettes en main. Car la politique de mafia internationale nous a coincés en nous refusant tout moyen de défense. Comme on est en train de refuser à la République démocratique du Congo les moyens de défense par les États-Unis d'Amérique, le Canada, même l'ONU. Mais on donne beaucoup de possibilités et d'armes au M23 qui sont des mercenaires entraînés par Kagame. Vous comprenez? C'est le même jeu. Et de la même manière que l'ONU du Rwanda, conduit par ce général mafiosi, que je vous ai montré, ce traître canadien, général Dallaire, c'est lui qui était en charge de l'ONU, donc la MINUAR, c'est comme la MONUSCO du Rwanda. C'est lui qui a fait le job à la place des Américains pour faire partir les Hutus et installer Kagame au pouvoir. L'ONU joue un mauvais jeu. Si vous laissez l'ONU dans votre pays sans le contrôler, hein? Bon, c'est une ONU, sans la contrôler, vous ne gagnerez jamais une guerre. Car le jour où on va vous envoyer l'ONU, c'est pour vous contrôler à partir de l'intérieur. L'ONU, c'est quoi? Tous ces gens qu'on va amener avec des casques bleus, faites des enquêtes, ce sont des mercenaires, entraînés quelque part, qui viendront dans le compte de ceux qui ont créé cette guerre, en vous faisant croire que parce qu'ils ont des bérets bleus, qu'ils viennent pour la paix. C'est faux. Ils ont un arsenal sophistiqué, plus que votre armée. Ils ont le droit de voyager partout, dans des camions, partout. Soi-disant, nous sommes en train de chercher à pacifier le pays. C'est faux. C'est eux qui ont des appareils sophistiqués, qui mesurent les largeurs, longueurs, tout ça, qui prennent des photos de vos sites, qui les envoient aux rebelles. C'est l'ONU, la MONUSCO, qui aide le M23 à repérer tout ça. Comprenez pourquoi les Hutus majoritaires, l'armée Hutu, en majorité d'Abiyarimana, n'ayant plus des armes qui fonctionnaient en main par manque de munitions, étaient obligés de jeter les armes pour défendre leur pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Un militaire te dit, j'ai prêté serment pour défendre mon pays jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est-à-dire, même si je n'ai pas d'armes de Kalachnikov en main, même si je n'ai plus de munitions, je vais prendre tout ce qui est autour de moi. Une flèche, une épée, une lance, même une machette, un couteau, même des coups de poing. Je dois défendre mon pays. Et l'armée d'Abiyarimana, après la mort de leur chef suprême, le président Abiyarimana était prêt à se battre en utilisant tous les moyens. C'est ainsi qu'on parle des machettes. Les machettes sont intervenues comment? Parce que l'Amérique, avec l'ONU de mafia, ont mis
l'armée d'Abiyarimana sous embargo. Vous comprenez maintenant la vraie vérité sur le soi-disant génocide du Rwanda. Mais eux ont filmé seulement des scènes de quartier, là où les gens sont en train de se défendre. Kagame tuait avec les armes automatiques. Qui doit tuer beaucoup de gens? Question mathématique. Question pour un champion. Une minorité de Tutsis de Kagame, armée jusqu'aux dents, bien nourrie, bien soignée, supportée par l'Amérique, le Canada, avec la complicité de l'ONU, soit disant nous venons vous donner la paix. Ils avaient tout. Et une majorité des Hutus dans l'armée régulière, privée de tout. Qui devait gagner cette guerre, en fin de compte? Ceux qui ont des armes automatiques, la minorité de Kagame, ou bien une majorité des Hutus là-bas, avec quoi? Lance ou bien machette en main. Kagame devait gagner cette guerre. Car une arme automatique, ça tue à distance. Celui qui a une machette, il doit s'approcher de toi pour te tuer. Le temps qu'il marche comme ça, toi tu es trop loin, vous devez le finir. C'est ainsi que Kagame a tué beaucoup dans cette guerre. Celui qui a tué, c'est Kagame et les Tutsis. Car ils avaient tout. L'armée d'Abiyarimana n'avait rien. Comprenez ça comme ça. C'est simple à expliquer. Mais comme c'est l'Amérique qui était à la base de cette hécatombe, l'information que nous avons aujourd'hui sur le génocide du Rwanda, c'est une information décidée à la Maison Blanche. C'est une histoire créée par Bill Clinton. La version que le monde entier a acceptée, c'est la fausse version. Même les Rwandais qu'on arrête là-bas, on les arrête donc arbitrairement. Beaucoup n'ont pas tué. C'est une machine à terreur. Terroriser tout le monde. Culpabiliser la majorité des Hutus qui se défendaient contre une petite minorité surarmée par les superpuissances. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La raison des Américains, c'est elle qui gagne. Quand un Américain te dit tu es terroriste, tu le deviens parce que c'est un Américain qui le dit. Mais un Américain, quand vous l'attaquez, il prend une arme. Vous voyez aux États-Unis, les gens ont des armes dans la maison. Ils défendent, ils se tuent, ils s'entretuent entre eux. Aux États-Unis, les meurtres font les gens. Un Américain qui prend une arme pour se défendre contre une attaque, c'est un patriote. Mais un Congolais, un Rwandais qui prend une arme pour se défendre, il devient génocidaire. Il devient tueur. Les forces négatives. Nous demandons au gouvernement congolais de cesser de supporter les forces négatives. Vous comprenez? Rien ne changera. Partout au monde, surtout en Afrique, qui est maintenant leur champ de promenade. Si les dirigeants africains eux-mêmes ne reconnaissent la vérité, ne mettent le doigt sur la vraie vérité pour l'expliquer au peuple et se tenir debout et dire des vérités, plus de diplomatie. Ce qui tue le peuple africain, ce sont ses dirigeants. Pourquoi les dirigeants africains tombent dans les filets des Occidentaux? Les Occidentaux se rendent compte que l'accession au pouvoir ne soit pas la volonté du peuple. C'est par là que commencent tous les troubles dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous allez aux élections, ce ne sont pas les résultats des élections. C'est que vous voulez, vous le peuple, qui doit avoir lieu. Ce qui ne sera pas le dernier mot. Le dernier mot viendra des superpuissances qui vont parachuter leurs hommes. Un frère congolais qu'ils veulent mettre là. Et ce frère congolais-là, même s'il est de ta tribu, de ta famille, va-t-il vous servir, vous, ses propres frères congolais, ou bien il va servir ces Américains qui l'ont forcé au pouvoir? Il va servir les Américains. Regardez maintenant vos élections, comment ça se fait? Il faut gagner. Si vous voulez qu'il y ait changement au Congo, c'est à partir de ça qu'il y a blocage au Congo. Le grand problème au Congo maintenant, c'est les élections. Ne sont pas contrôlées et maîtrisées par les Congolais. Ce sont des élections contrôlées, chapeautées par des forces extérieures qui vous imposent ces agents à travers des fausses élections. Et cela crée quoi? Un problème de légitimité de pouvoir.
C'est ça la crise dans beaucoup de pays. Et la crise en République démocratique du Congo aujourd'hui. La faiblesse du Congo, c'est quoi? Les institutions suprêmes ne sont pas contrôlées par les Congolais. C'est contrôlé par des gens qu'on a déposés là, de force, par des étrangers. Et le problème du Congo, vous le connaissez vous tous. On n'a rien à démontrer. Le mal a commencé avec Joseph Kabila. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est la suite logique de la mauvaise politique de Joseph Kabila. Les accords de Kingakati. Ce sont ces accords-là qui ont donné naissance à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est un bénéficiaire d'une mafia préparée dans la cuisine de Kingakati sur ordre des Américains. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai lu une longue lettre, une sorte d'analyse d'un grand professeur d'université américain qui s'était posé la question « Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont fermé les yeux sur une élection tronquée en République démocratique du Congo, l'élection de 2018 ?» Un article en anglais, j'ai même traduit ça en français, j'ai lu. Ma vidéo de ce jour-là, c'était la lecture complète de cette analyse d'un grand professeur d'université, un Américain blanc, qui s'est posé la question comme titre de son analyse. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont fermé les yeux devant une mafia électorale en République démocratique du Congo en 2018? Tout est expliqué, scientifiquement, universitairement. Tout était là. En lisant cet article en anglais, je l'ai traduit en français, j'ai fait une vidéo spécialement pour cet article, ce jour-là. Et les conclusions de ce professeur-là, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a contacté beaucoup d'agents. Il a parlé aux Français, à l'Union européenne, il a parlé à certains stratèges américains, il a parlé même aux Congolais, tout ça. C'est Fayoulou qui avait gagné. Tout le monde le sait. Mais comme Kabila roulait pour les Américains, et Kabila avait peur de laisser le pouvoir, parce qu'il avait commis beaucoup de gaffes, Joseph Kabila. La peur d'être arrêté, car Kabila avait cédé beaucoup de richesses du Congo. Il avait signé des contrats léonins avec beaucoup de sociétés multinationales. Kabila ne voulait pas partir. Il demandait secours de puissance, des gens qui ont bénéficié le vol des minéraux, parmi lesquels il y a des Australiens, des Américains, des Canadiens, des Anglo-Saxons. Et maintenant, ce sont les Anglo-Saxons qui sont venus au secours de Joseph Kabila. Quand Kabila a coupé l'Internet pendant 21 jours, tout le monde était au courant. Mais tout le monde n'a voulu rien faire pour garder le vol sur les minéraux du Congo. Qui a joué un grand rôle pour falsifier ces élections-là? C'est l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa ce jour-là. Il s'appelait comment? J'ai oublié même son nom. Écrivez-moi le nom si vous vous souvenez. Cet ambassadeur qui mangeait même des histoires là-bas, des Nkwanga, qui se promenait, tout ça. Il était en territoire conquis. Ce qu'il faisait au Congo, tu ne peux jamais le faire. Si tu es ambassadeur de la République démocratique du Congo à Washington, tu ne peux jamais faire ces bêtises que cet ambassadeur américain faisait à Kinshasa. Jusqu'à aller même dans le conseil des ministres. Aller même là où le président de la République est en train de faire des réunions. Un ambassadeur, tu te mets là. Vous vous prenez où? Comment? En territoire conquis ou quoi? C'était Mike Hammer. Cet ambassadeur américain, Mike Hammer. Pendant les 21 jours que Kabila a coupé l'Internet, c'est cet ambassadeur américain-là, selon l'article de ce professeur-là. Attendez, est-ce que je peux retrouver why did the United States of America close its eyes on a
Rigged election in the Democratic Republic of the Congo. J'avais lu cet article. Attendez d'abord. Il y a trop d'articles. La vérité sur la complicité des États-Unis d'Amérique dans les élections de 2018. Foreign Policy. L'Amérique a laissé les élections bâclées du Congo sans tout ça. Voilà. C'est ce que j'avais lu. C'est ici. Why did Washington let a stolen election stand in the Congo? Pourquoi les États-Unis d'Amérique, pourquoi Washington a laissé une élection volée demeurer là-bas au Congo? Donc, il y a vol, il y a tricherie. Toutes les preuves montrent que les élections de 2018 de Kabila, c'était le commencement du mal, de la crise qui perdure jusqu'aujourd'hui en 2024. Pourquoi Washington, qui savait tout très bien, a laissé ça là-bas? J'ai lu cet article, j'ai traduit ça en français, j'ai lu paragraphe après paragraphe. Ça ne venait pas de moi, d'un professeur d'université, Steven Weissman. Voilà, c'est ça son nom. Steven Weissman, un chercheur et puis professeur d'université, conseiller donc des sénateurs et même des représentants américains, donc à beaucoup de postes. Un grand professeur, un grand conseiller en matière de géostratégie politique. Il connaît ce qu'il dit, donc c'est la science qui le dit. Il s'est posé la question, M. Steven Weissman, il a épinglé l'Amérique. L'élection de 2018, c'est Fayoulou qui avait gagné. Mais comme toi, Amérique, à travers ton ambassadeur, un Américain qui écrit à travers notre ambassadeur américain, Mike Hammer, le diable, vous avez volé la victoire du peuple congolais. Vous n'aimez pas les Congolais. Et puis vous allez commencer à aller au Congo, signer des contrats dans un pays sans gouvernement. Un pays que les Congolais ne contrôlent pas. Un pays là où vous prenez des décisions qui ne passent même pas devant l'Assemblée nationale et même le Sénat. Amérique. C'est l'escroquerie, c'est le banditisme politique. Comment allez-vous faire une diplomatie avec un régime que les Congolais n'ont pas mis là-bas? Est-ce que vous aimez les Congolais? Et quand rien ne va marcher, parce que rien n'allait marcher. Cet article avait dit clairement, rien n'allait marcher au Congo. Car allait s'ouvrir une longue période de déséquilibre politique, économique et d'insécurité au Congo. Car encore une fois, l'Amérique, comme dans son habitude, sa tradition, a trahi le peuple congolais. Et la première trahison, c'était le meurtre de Lumumba. Ils ont commencé à compter. L'Amérique n'a jamais été au chevet des Congolais. Chaque fois que le destin du Congo et du peuple congolais est en jeu, l'Amérique n'a jamais supporté les Congolais. L'Amérique met sa stratégie, ou bien son système politique, son système des affaires étrangères, contre le peuple congolais, chaque fois. Et qui devait dire non à cette histoire? Les politiciens congolais. Mais malheureusement, nous n'avons pas une classe de politiciens honnêtes, des hommes d'État. Non. Nous avons une classe de mafiosi. Tu ne peux jamais t'appeler politicien. Tu connais bien le résultat. C'est monsieur tel, mon frère, qui a gagné. Mais toi, tu te laisses aller dans la gueule du crocodile. Pour faire quoi? Ce n'est pas pour servir les Congolais. C'est pour servir ceux qui bloquent l'avancée et l'avenir du peuple congolais. Et puis tu vas dire que tu aimes le peuple congolais. Non, ça s'en bat. C'est ce qui a eu lieu. Ce sont les politiciens congolais qui acceptent de bloquer le Congo
pour le compte des étrangers. Une élection trichée. Si tout le monde a dit non, tout ce qu'il a fallu, le bilan qu'on a eu, l'Amérique n'allait pas vous forcer. Il y a d'autres histoires, nous n'allons pas mentir. Si l'Amérique réussit tous ses coups au Congo, ce n'est pas parce que l'Amérique est spéciale, l'Amérique est forte. Non, ce sont les politiciens congolais qui sont des idiots. Donc, des inconscients, des satanistes. Ils sont en train de manger, ça fait maintenant beaucoup d'années. Regardez les Congolais. À quoi ça vous sert une présidence qui ne vous sert à rien? Posons-nous la question. À quoi vous sert une présidence inutile? Vous ne faites rien, rien, rien. Alors pourquoi êtes-vous devenu président? On se pose la question. Es-tu content quand tu te regardes dans le miroir? Tu acceptes de travailler pour les ennemis, les étrangers, contre ton peuple. C'est-à-dire tu bloques l'avenir de tout un peuple. Ce sont les politiciens congolais. Les inconscients qui acceptent d'être manipulés. On n'a pas encore d'hommes d'État au Congo. On a que des opportunistes. L'article est là, je vous l'ai montré. La conclusion de cet article était claire. La déstabilisation politique, économique, tout ça va prendre beaucoup d'années. C'est Joseph Kabila qui a fait entrer le Congo avant son départ dans une période incertaine. Le tunnel sera trop noir, sombre, pendant beaucoup d'années. À moins que le peuple congolais se prenne en charge au moyen d'une révolution populaire. Côté les mains, il faut chasser tout le monde d'abord. Une solution. Ou bien si on a des militaires conscients qui peuvent faire comme au Mali, Burkina Faso, etc. On peut être sauvé. Deux opportunités. Un militaire conscient qui fait un coup d'État, pas pour récupérer le pays des mains des charognards. Première possibilité, selon M. Weissman. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous montre encore l'article. Parce que les Congolais, vous êtes tellement sentimentaux. Oh, mon Dieu, les lois, non. Cette analyse, moi, je l'ai faite. En 2018, en 2019. J'ai expliqué très bien cet article d'un grand professeur d'université. Si vous lisez, il a tout expliqué. Un spécialiste en politique. Vous avez lu cet article, j'ai tout expliqué. Je vous ai dit, je suis tombé sur un article d'un analyste, un grand professeur, géopoliticien, qui conseille même les politiciens américains. Il vient pour dire que Washington a trahi les Congolais, comme à son habitude. C'est-à-dire quoi, quand Sabi sauté l'élection, celui qu'on a mis là, c'est celui qui a gagné. Faux. Et ça allait ouvrir une période d'incertitude économique, politique, sociale, tout. Le Congo allait être foutu. Moi, je l'avais dit comme ça, on m'a insulté par beaucoup de gens. C'est pour cela que je ne parle plus beaucoup. Toti ke la bino, mboka na bino, bino moko, boza maele koleka biso nyonso, bo sala, mao bolingi na Congo na bino. Un peuple qui n'a pas d'oreille, qui supporte le mal, souffrez maintenant. On vous tue, on s'en fout. Moukoufoué. Parfois c'est nécessaire. Un peuple qui meurt parce que c'est un peuple à mort. Moukoufoué. C'est parce que vous le voulez. Tout ce qui nous arrive au monde, c'est parce que nous le voulons. Il y a moyen de s'élever Toboy. Ça ne demande pas être ingénieur, spécialiste en aéronautique, non. Tu te réveilles, tu n'as tes sana, tu n'as choc. Toute une ville qui s'élève comme Kinshasa. Kinshasa, c'est quoi? Kinshasa, c'est plus de 10 millions, 12 millions même. De gens. C'est la population du Rwanda. La population de Kinshasa est égale à la population du Rwanda. Donc, si tous les habitants de Kinshasa se lèvent, c'est la population du Rwanda. On peut amener seulement les Kinois. Allez vous battre au Rwanda, coup de poing. Les Kinois vont tabasser les Rwandais. Mais le Congo, à quelle dimension? C'est un grand pays.
Le Rwanda va entrer au Congo 10 fois, même 11 fois. Population. Sur le plan de la population. Comment ces gens-là, qui sont 1/10, 1/11 du peuple congolais, nous dominent? C'est parce qu'on n'a pas de politiciens. On a des inconscients. Tu ne peux jamais être fier de prendre les fonctions pour lesquelles tu ne prestes pas. Des fonctions inutiles. Tu ne sers pas ton peuple, tu ne le sauves pas, tu ne le nourris pas, tu ne le protèges pas. Alors tu es là pourquoi? Vous avez la nation, Nico? À un moment donné, ayez honte. Tu peux fermer l'œil. Un homme normal créé par Dieu. Tu as bloqué toute une nation pendant beaucoup d'années. Et tu fermes les yeux, tu dors. Tu te réveilles. Tu dors encore. Étonnant. Personne ne viendra vous sauver, chers frères et sœurs congolais. Et nous retournons au dossier du Rwanda. Nous sommes en train de parler du Rwanda, mais mon sujet c'est l'avenir du Congo. Parce que le plus grand événement dans le monde, en Afrique aujourd'hui, c'est l'inauguration, non pas l'inauguration, la commémoration du 30e anniversaire du génocide du Rwanda. Je vais vous expliquer des faits qui ont amené le génocide du Rwanda. On ne vous les expliquera jamais par les Américains, les autres Occidentaux, car c'est la mafia. Tout ce qu'on a fait au Rwanda pour amener le génocide, c'est une histoire créée par les grandes puissances. Mais on arrête les autres coupables parce que ce sont des impuissants. Ceux qui créent, on ne les a jamais arrêtés. On arrête ceux qui se défendaient. Ce sont les Hutus qui se défendaient. Car les Tutsis venaient armés jusqu'aux dents par Washington. Les Kagame étaient armés jusqu'aux dents par Washington. L'armée régulière d'Abiyarimana était désarmée politiquement. Pas d'entraînement militaire, pas de coopération militaire, pas d'aide économique. La Banque mondiale a refusé, le Fonds monétaire national a refusé. Tout le monde a refusé de coopérer avec ce régime pendant 3 ans avant le génocide. C'était un petit Rwanda pauvrement pauvre, isolé, qui faisait face à une minorité de Tutsis, Rwandais et même des Ougandais, qui venaient l'attaquer avec des armes sophistiquées, qu'ils ont eues de la part des Américains, des Canadiens, des Australiens, la clique des Anglo-Saxons. J'ai posé la question. Une armée qui a des armes sans munitions et une minorité qui vient armée jusqu'au dents, qui va gagner la guerre? Une minorité bien armée. C'est pour cela que les militaires du Rwanda, d'Abiyarimana, étaient obligés de jeter leurs armes et de prendre les machettes. Et comme c'est Washington qui pilotait cette histoire, Bill Clinton, ils ont seulement filmé là où quelques Hutus sont en train de se défendre avec des machettes. Ils n'ont pas filmé les scènes d'horreur, là où les Tutsis de Kagame tuaient par mitrailleuse beaucoup de gens. Ils ont caché beaucoup d'images. Beaucoup d'histoires existent. Si vous lisez d'autres documents, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y avait des images satellites sur la vérité du génocide du Rwanda. Des images satellites ont toujours été là, On a laissé sciemment les Rwandais s'entretuer. Il y avait moyen d'envoyer les forces de l'ONU. L'ONU n'a pas voulu intervenir, mais l'ONU était déjà là, avec un petit nombre de casques bleus, qui étaient en train de boire du thé, du café, en train de laisser les Rwandais s'entretuer. La France a essayé de parachuter ses militaires pour diviser les Rwandais. Les Hutus allaient à droite, les Tutsis allaient même à gauche, qu'on mette une zone tampon au milieu pour éviter les catastrophes. L'Amérique a refusé. La France voulait à tout prix qu'il n'y ait pas clash, qu'il n'y ait pas génocide.
car la France était en bonne amitié avec les 3 présidents de la région des Grands Lacs, nommément Mobutu, Pierre Buyoya du Burundi, Habyarimana du Rwanda. La France avait réussi à élargir sa coopération dans beaucoup de domaines avec ces 3 présidents-là. Mais l'Amérique était venue pour déloger la France afin de prendre le contrôle de la région des Grands Lacs. Comprenez pourquoi il fallait faire partir Habyarimana, amener Kagame et angliciser le Rwanda. Le Rwanda est devenu un protectorat de Washington. Donc faire quelque chose d'anglais, d'anglophone là-bas, d'américanophone. Stratégie politique. Et rien ne pouvait se faire sans l'aide des Belges. Tout ce que l'Amérique est venue faire dans la région des Grands Lacs, c'est dans le territoire traditionnel des colons belges. Les Blancs respectent le territoire de tout un chacun. Tu ne peux jamais aller au Congo-Brazza vouloir faire quelque chose sans contacter Paris. Parce que ce sont les Français qui avaient colonisé le Congo-Brazza. Tu ne peux jamais aller au Cameroun, commencer une aventure parce que tu es Washington, tu es Chine. Non. Tout ce qui s'est fait au Cameroun, c'est avec la bénédiction de Paris. Donc tout ce qui allait se faire et au Rwanda, et au Burundi, et au Congo. Le Congo, c'est le Congo des Belges. Voilà. Rwanda, colonisé par les Belges. Burundi, colonisé par les Belges. Congo-Zaïre, colonisé par les Belges. C'était le territoire historique des Belges. Donc tout ce que l'Amérique est venue faire, c'est parce que la Belgique l'a voulu. 100 ans, ou bien se sentant bousculé par la France, qui est une puissance devant la Belgique. La Belgique n'a pas su faire arrêter la diplomatie française pendant les ans, pendant beaucoup d'années. La France a mis en place une diplomatie forte qui a fait que la France s'est imposée dans la région des Grands Lacs. Pour le cas du Congo-Zaïre, il y avait même des contentieux belgo-zaïrois. Mobutu était en conflit avec les Belges. Et les Belges regrettaient. Les Belges avaient perdu les pédales dans la région des Grands Lacs. C'est pour cela que quand l'Amérique maintenant, dans les années 90, l'ère de l'électronique, il fallait maintenant contrôler les richesses stratégiques pour la fabrication des histoires électroniques telles que les fax, les cellulaires, les ordinateurs, Internet, tout ça. L'Amérique ne voulait pas lâcher cette zone dans les mains des autres puissances. La France allait devenir une puissance devant l'Amérique. Il fallait ôter la France de la région des Grands Lacs. C'est ça la guerre. Tout ce qu'on vous présente, ce sont des échappatoires. La vraie guerre, c'était la guerre de la France et des Américains, y compris des Belges, bien sûr. Les Belges étaient contents de voir que le grand frère Washington était venu les aider pour évacuer la France. Mais ils ont regretté d'avoir fait appel à l'aigle de Washington. La conclusion était comment? Les Américains ont possédé même le Rwanda. Ils ont arraché un territoire traditionnellement contrôlé, historiquement relié à la Belgique. L'Amérique a arraché ça. Les Belges ne s'y attendaient même pas. Ils pensaient que l'Amérique allait venir chasser la France et puis ils allaient se partager. Non, l'Amérique a même arraché le Rwanda. L'Amérique a mis son QG au Rwanda pour ouvrir maintenant un grand couloir vers le pays de miel et du lait, la République démocratique du Congo, et commencer à piller pour être le numéro 1 dans la vente des minerais de la nouvelle génération électronique. Point barre. C'est ça même la raison de la guerre. La guerre n'allait pas s'arrêter au Rwanda. Elle devait entrer jusqu'au Congo. Car tout ce qui se faisait là, ce n'était pas pour le Rwanda. Le Rwanda n'est rien. Le Rwanda, c'est petit et c'est pauvre. Un blanc ne peut jamais investir en argent, en arsenal, pour aller se battre pour un pays là où il ne va rien gagner. Non, le Rwanda n'y est pour rien. Le Rwanda n'était qu'un marche-pied pour arriver où? À Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo, là où il devait s'installer et rester là le plus longtemps que possible. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il fallait d'avoir un point d'appui dans la région des Grands Lacs, qu'ils n'avaient pas.
pendant que la guerre, avant la guerre, car il y avait Abiyarimana qui était francophile, le président du Burundi, Buyoya, francophile, Mobutu Sese Seko, en conflit avec les Belges, mais était francophile. Vous comprenez? C'était un peu ça. Et ils sont en train de commémorer le 30e anniversaire aujourd'hui. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, pourquoi les politiciens congolais ne songent jamais à commémorer quelque chose en République démocratique du Congo? Nous parlons maintenant de l'avenir de la République démocratique du Congo. On pose la question. Pourquoi les politiciens congolais ne commémorent rien? Quand vous comparez ce qui s'est fait au Rwanda et ce qui est toujours en train, parce qu'au Congo ça a commencé longtemps et c'est toujours en train d'avoir lieu. Au Rwanda on ne tue plus. Hein. On a tué pendant une période de temps, c'est fini. C'est fini. Regardez maintenant au Congo. Ils ont transféré le problème des Rwandais au Congo avec le consentement des politiciens congolais inconscients, tous. Bantu atama, bakupenda kuria, Congolais quand on me soupe, anojisha na biote na biaki. C'est comme les Esaü. Ils vendent leur suprématie, leur supériorité, leur droit de naissance dans la région des Grands Lacs. Un grand pays riche, comme le Congo, avec un pays, un peuple qui était éveillé, réveillé avant même les Rwandais. Les Tanzaniens, tout ça, c'était des villageois. Quand vous retournez dans les années 60, années 70, c'était des pays là où ils étaient en retard de civilisation, de progrès. Les Congolais étaient parmi les pays des gens qui étaient réveillés. Pourquoi? On était en contact avec des puissances qui venaient profiter de nos richesses. Et ce contact-là a fait que nous étions en avance de civilisation par rapport à ces petits pays qui nous entouraient. Regardez aujourd'hui, les Congolais sont devenus les derniers. Ils sont là pour les matchs de football. Katumbi a fait ceci, Katumbi a fait cela, Kabila a fait cela, oh Shinarambo, des idioties. Djalelo. L'avenir d'un pays est là. Il y a un Michel Kabern qui me parle que Katumbi entre en demi-finale. L'imbécilisation. Un cerveau imbécile. Donc on a déjà imbécilisé ton cerveau. Bien qu'on a minyanganya inchi, mais on a football. C'est ce que nous appelons, on a réussi à imbéciliser le peuple congolais. Des choses sérieuses. On a Congolais bien kabaïl. On m'a bien membre football. Comme le Michel Kabern est en train de m'écrire comment Moïse Katumbi entre en demi-finale. Ça va faire gagner le Congo en quoi? Ça va donner la nourriture à combien de Katangais? Ça va aider les Katangais à évoluer en quoi? Même si vous prenez la coupe, moi je me prends la coupe. Les Katangais vont gagner quoi? Parce que vous raisonnez en fonction du Katanga. Quand nous disons, et nous comprenons pourquoi vous n'avancez pas, vous n'irez nulle part. Je me dis, ma vie. Boulouma Sada. Quand tu viens sur mon écran, je parle des choses sérieuses. Mais là, il y a bien Moïse Katumbi. Moïse a minéré. C'est un voleur. Kabila voleur. Vous pensez que nous rêvons, je peux mettre ma caméra pour chanter pour Katumbi. Mais je ne suis pas un imbécile comme vous. Non, moi je connais ce que j'ai dit. Et la semaine prochaine, je vais lire les documents de Kabila et de Katumbi. J'ai 9 pages de Katumbi. La marche de Katumbi dans les minéraux. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Kabila, c'est plus de 15 pages. Avec des références. Bien science. C'est un peu ça, chers frères et sœurs congolais, amis du Congo et chers frères à travers le monde. Les Congolais, c'est pour moi que je suis tout kaki. Tout à fait, à niveau, moi, tout le monde a dit, Koufoué, Mobité, c'est Djumukubi Wele. Bien, mais moi, je m'en appelle.
Hein? Parce que Baba, qui n'a vu le demi-finale. Hein? Ushikie Aya, Kumangara Bibiako, Mumacho Nabatoto, tu es un imbécile. On parle de l'avenir du Congo. Comprenez les enjeux stratégiques qui se jouent dans la région des Grands Lacs, qui ont paralysé le Congo. Abikudir Kinto, Weni Footballo, Nakuimba. Mais tu es un imbécile. Hein? Quand tu viens écrire, des histoires paraissent sur mon écran. C'est comme si tu venais te dire, Aigle, Ngarami qui est imbécile, langue wap, Miki makaka qui change, qui monte qui a boule boule, qui est distrait. Tu te présentes, qui monte qui a distrait. Non. C'est pourquoi on dit, bitu bingi na pana kwa kufanya. Hein? Il y a certaines histoires, muntu normal, na pana kwa kufanya, mieux vaut te taire pour garder ta dignité, ton sérieux et ton respect. Kuma sorti ngiri manakwambia ni ma erreur ya movie. Moi, je sais interpréter les écrits, les images, même les paroles. Tu ne me fais aucun mal. On a nyone sabilo ki wele wele. Kubiti ni unafanya mina kuangalia nazangara kipumbafu. Urupasha nje kufichama, unajificha tu. C'est comme ça. Et Clinton a tout fait pour couper la communication du Rwanda et du reste du monde pendant 3 mois et 1 semaine. Et Clinton, à la Maison-Blanche, était informé à la minute de tout ce qui s'est passé au Rwanda, au moyen des satellites. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a même des images satellites, les vraies, sur la vérité, sur le génocide, entre guillemets, du Rwanda. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte. Ils ont créé une histoire en faveur de Kagame et de ses sponsors pour culpabiliser la France qui venait en aide aux Hutus et les Hutus qui n'avaient pas d'armes mais qui devaient se défendre avec les moyens des bords, entre autres les coups, les machettes. On montre les machettes dans un génocide, on ne montre pas les mitrailleuses sophistiquées qu'utilisait Kagame pour tuer des gens en masse. Kagame a tué beaucoup de gens, même les Tutsis, dans des meetings qu'il appelait, dans des zones contrôlées par Kagame. Mukuye, venez, tout ça, il y a un meeting, il y a ceci. Ils appellent des gens dans un stade. Ils leur disent des bêtises, les gens applaudissent. À la sortie, quand le meeting finit, les jeeps de Kagame sortent. Ils ne sont même pas trop loin. Des militaires de Kagame tuent les gens dans des stades. C'est documenté. C'est eux-mêmes qui ont tué beaucoup de leurs frères Tutsis. Dans quelle idéologie? D'augmenter le nombre de morts pour mieux culpabiliser les Hutus. Les instructions venant des superpuissances. Tuer même les vôtres. C'est pour cela que Bill Clinton a interdit à beaucoup de gens du monde d'intervenir. L'Amérique a bloqué la communication. Par téléphone, l'Amérique a refusé même l'intervention. Ils ont laissé les Rwandais s'entretuer pendant 3 mois et 1 semaine. C'est pour cela que tous disent les 100 jours. Quand ils ont eu un nombre élevé de morts, dont la majorité, d'autres versions disent, n'étaient pas des Tutsis. La majorité, c'était des Hutus. Car si le nombre de 800 000 qu'on nous donne aujourd'hui était les Tutsis, aucun Tutsi n'allait rester au Rwanda. Car il y a déjà des gens qui ont produit des documents de recensement que Habyarimana avait fait au Rwanda. Ça montre le nombre de Hutus, le nombre de Tutsis en ce temps-là et le nombre de Toua, les pygmées, qu'on ne les compte pas parce que c'est une poignée de gens. Selon les documents du recensement du Rwanda qui a eu lieu quelques mois avant le génocide, si le nombre de 800 000 qu'on nous donne et qu'on nous dise que ce sont les Tutsis qui sont morts, c'est un mensonge. C'est-à-dire aucun Tutsi n'allait survivre au Rwanda. Ça allait rester
le pays des Hutus. Or, beaucoup de Tutsis sortaient déjà sur signal de Kagame. Quand la guerre a commencé, Kagame leur disait, tout le monde moi, Batezo Gomiwa, Mouhame déjà, beaucoup de Tutsis fuyaient. Ils étaient en communication chaque fois. Ils savaient que une catastrophe va tomber sur le Rwanda. Moi, j'ai déjà Kimbi. C'est comme un militaire congolais, un rebelle qui veut attaquer un coin du Congo. Il sait que Kutaka Bukovi Tutawana Sana, moi ma famille les villes. Il envoie des messages. Allez dire aux gens de Bakimbi. Si tu as une moto, si tu as besoin de balle militaire, la bande gouvernement. C'est ce qui s'était passé au Rwanda. Et pendant 3 mois, Clinton a refusé l'aide aux Rwandais, car ils avaient besoin d'un certain nombre de morts pour justifier leur cause. Pour que ça s'appelle quoi? Génocide. Beaucoup de gens faisaient la pression à Clinton, à la Maison Blanche. Pourquoi l'Amérique n'intervient pas? Pourquoi l'ONU n'intervient pas? L'ONU reste toujours au Rwanda avec un petit nombre de casques bleus. Pourquoi vous ne faites rien? Clinton ne répondait pas, mais il contrôlait cette guerre par satellite, avec des images, le mouvement des peuples, le mouvement de l'armée de Kagame, le mouvement de l'armée de Berimana. Tout! Les images et les vidéos satellites existent. C'est secret défense. On est en train de presser le gouvernement de Washington pour montrer ces images-là, pour que nous puissions changer le narratif. Histoire et génocide de Rwanda, ni à Bongo. Non, c'est la raison des plus forts. La vérité sur le Rwanda n'a jamais été dite jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on nous présente, c'est le mensonge concocté à la Maison Blanche par Bill Clinton, l'homme le plus puissant de ces temps-là. Personne ne pouvait résister devant l'homme le plus puissant du monde. Et la raison du plus fort étant toujours la meilleure, celle qui gagne. Comprenez la suite. Mais au Congo, c'est plus de 12 millions de morts. Soit 15 fois le génocide du Rwanda, 2 fois l'Holocauste des Juifs. Si nous nous arrêtons à 12 millions, prenez 12 millions, divisé par 800 000 de morts au Rwanda, vous allez trouver 5. C'est-à-dire ce qui s'est passé au Rwanda, hein, cette chose-là, pour laquelle on fait trop de bruit chacun, pour laquelle on culpabilise tout le monde qui en parle, tout le monde qui veut raisonner, on le fait taire, on te menace, tu nies le génocide du Rwanda. Tout ça, n'en parlez pas, le terrorisme intellectuel. Ce qui s'est fait au Rwanda, c'est 1/5 de ce qui est en train d'être fait au Congo, par Kagame aussi, qui est impliqué. Vous voyez l'ironie du monde. C'est lui qui pleure que les Hutus ont tué ses frères. Lui est en train de tuer au Congo 5 fois. Non, 15 fois. J'ai dit 5, je me suis trompé. 15 fois. Pour les 800 000, Kagame fait trop de bruit. Mais il est impliqué dans 15 fois le génocide du Rwanda, qu'il est aussi à la base en train de perpétrer au Congo. Ce qui s'est fait au Congo, c'est 2 fois l'histoire des Juifs de 1945, tués par le régime nazi des Allemands. 6 millions de Juifs tués en 1945, 12 millions de Congolais en plus tués jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème des Juifs, on en parle, on cherche tous ceux qui en parlent, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont donné des idées, tous ceux qui ont agi, tous. Même celui qui a pensé, on doit l'arrêter, même s'il a 80 ans, on doit le chercher. Au Rwanda, on est en train de chercher tout le monde. Mais d'une manière mensongère en majorité. C'est pour faire taire les vrais témoins. On peut t'arrêter pour le génocide du Rwanda si tu connais la vraie vérité. Tu veux dire non, pas le Monalanda,
inacceptable. L'Amérique est une puissance qui fait taire les voix adverses. Tout est fait en faveur de Kagame. Et Kagame est en train de tuer au Congo. Vous comptez que l'Amérique vient parler pour vous? Que l'Amérique vienne parler pour vous, Congolais? Non. Qui doit parler du génocide du peuple congolais? J'ai toujours posé la question. C'est le peuple congolais, à travers qui, ses dirigeants. Pourquoi vous occupez de postes supérieurs si vous ne foutez rien? C'est vous qui bloquez l'avenir du peuple congolais. Donc vous bloquez tout. C'est ça le problème du Congo. Pour avoir une idée de la crise dans la région des Grands Lacs, j'ai parlé, le titre c'est « L'avenir du Congo ». À la lumière de tout ce que je viens de vous raconter, pensez maintenant à l'avenir du Congo. Le Congo a quel avenir? Avec cette classe politique que nous avons, qui s'intéresse aux minéraux et aux histoires futiles. Des gens qui ne prennent pas de décisions, qui n'ont aucun sens de l'urgence nationale. Les Sénégalais ont organisé les élections il n'y a pas longtemps. Ils ont déjà mis en place leur gouvernement. Ils ont tout fini, ce qu'il fallait faire. Regardez les élections du Congo. Les élections d'aujourd'hui. Tout le monde tourne en rond. La mafia. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de vrai. Les charognards, les hyènes, hein, sont en train de se tirer sur la table. Personne ne pense au peuple congolais. Ils meurent, on les attaque. Tout le monde est complice dans ce qui se fait dans l'Est. Pensez maintenant, quel avenir pour la République démocratique du Congo? J'ai posé la question. Mais si vous voulez lire des livres pour comprendre ce qui a amené le génocide du Rwanda, il y a tel que ce livre de messieurs de l'ONU. Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil. J'ai serré la main du diable, version française. C'est le monsieur de l'ONU. C'est un grand livre. Il a donné sa version des faits. Mais moi, je n'aime pas ce monsieur, Roméo Dallaire, d'origine canadienne, un francophone, qui parle aussi français. Il a été utilisé par Bill Clinton. C'est pour tromper la France. Les Français ont cru, en voyant ce monsieur de l'ONU qui parlait français, que nous allons nous mettre en tant que francophones pour discuter et trouver de vraies solutions sur la situation au Rwanda. Or, c'était un francophone déjà acheté par Bill Clinton. Il y a ce livre, Le Retour du Mwami. Mwami, c'est le chef coutumier du Rwanda. Le retour du chef coutumier qui est Kagame. Vous allez comprendre comment les Américains ont tout fait pour faire retourner Kagame comme le chef coutumier du Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas une démocratie, c'est un petit royaume dirigé par Kagame qui est leur Mwami. Bad news, les mauvaises nouvelles, le calvaire des journalistes au Rwanda. Comment les journalistes sont assassinés, enlevés, effacés pour que la vérité ne sorte pas. Au Rwanda, il y a des choses exécrables qui se passent, mais personne n'en parle. Si tu essaies d'ouvrir la bouche pour en parler, portée disparue. Mais on vous dit, oh, Rwanda, non, il y a des choses qui se passent chaque fois. Mais mot d'ordre, chut, motus, bouche cousue. Tu veux en parler, tu es journaliste, on t'enlève. Il y a même, ce monsieur, c'est un chercheur canadien d'origine indienne, Anjan Sundaram, qui est allé faire le workshop, sorte d'entraînement, enseignement du journalisme au Rwanda. Il a eu beaucoup de blocages. Il n'a pas eu accès à ce qu'il cherchait parce que le gouvernement de Kagame bloquait tout. Et il a donné une liste des journalistes tués et portés disparus. C'est à la fin ici. Page 1, 2, 3 pages.
4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 9 pages, 10, 11, 12 pages. Des gens qui ont été soit tués, l'institution pour laquelle ils travaillaient, leur date de disparition et la situation dans laquelle ils étaient soit tués ou bien enlevés. C'était ces 12 pages. Ce monsieur a donné. Ouais. On ne te le dira jamais à la télévision. L'Amérique vous présentera Kagame comme quelqu'un qui a réussi. Oui, il a réussi le coup des Américains. Il n'a pas réussi la vie. Il n'a pas réussi à amener le Rwanda sur le chemin de la réconciliation, de la vérité. Non. In praise of blood. Les crimes du FPR. J'ai 2 versions. Ça, c'est la version anglaise. Pour les francophones, vous lisez ça. C'est même livre, version anglaise, In Praise of Blood. Version française, L'éloge du sang. Ce sont les crimes du FPR de Kagame pendant l'attaque et les génocides. On vous raconte beaucoup de faits. Ce que je viens de vous dire. Il y a beaucoup d'histoires qui sont dans beaucoup de livres. Même cette femme a dit. Il y a même des documents, des preuves. Hein? Donc, lisez. Quand nous vous disons, moi, tu sais, la politique, il y a Bubumba, il y a Katanga, Bibababo, il y a Biwelewele, il y a illettré, abokendata kuma somo bana mibeba katanga banojisha mamari yote banacha mandevu meupe na mabala amuna kana haya machele nibuwelewele bakongole bashaka baloka sasa miloka mimi na miangara sangara biwelewele biti unaga bia mambo bien una kufo biote bi una kuzome mimi na miangaria kana sangara hivi bantu bashaka biloka c'est vrai. Kongola mtafanga na kintu cha kabaila. Kama ni bia buelewele utamona baba bona ndevu. Anapenda msumbure bintu abuelewele. Kama ni mambo ya serieux hata ya mkatanga nya serieux. Biote binakimbi. Mekinapenda ndo mwambia Katumbi, kumwambia Kabila, utakiona kiko pale. Kibababo una 45 ans na bibi na batoto. Awezi kuwaza kwa na utakuwa gouverneur. Tu peux être même président du Congo. Il y a trop de documents à l'intérieur. Trop de documents. Maman Boma Mingi. Ma telex baranza kutumianaka, tout est ici. Madame the prosecutor. Madame la procureure. C'est aussi intéressant. C'est une femme procureure. Son nom c'est Carla Del Ponte, d'origine italienne, qui était envoyée par la justice internationale au Rwanda pour faire des enquêtes sur les génocides du Rwanda. Afin de mener les enquêtes pour voir qui est coupable dans quoi et qui n'est pas coupable dans quoi. Un livre écrit par Madame la procureure. Vous allez rire. On a empêché à cette femme de la Cour internationale de justice de l'ONU d'exécuter son travail au Rwanda par les États-Unis d'Amérique. Chaque fois qu'elle trouvait une piste, Kagame devenait rouge. Kagame commençait à s'agiter. Kagame avait peur. Kagame téléphonait l'Amérique et c'est l'Amérique qui faisait pression sur l'ONU. L'ONU faisait pression sur cette femme de laisser un peu cette histoire, de rentrer demain, la semaine prochaine. Cette femme connaît trop de vérités. Jusqu'à ce qu'elle a été démise de ses fonctions par l'ONU. Non pas parce qu'elle travaillait mal, parce qu'elle avait découvert trop de vérités. L'ONU, c'est la mafia. N'oubliez jamais. Quand vous voulez mettre le doigt sur la mafia des grandes puissances, ou bien on vous assassine, on vous empoisonne, on vous démet de vos fonctions. Comprenez ça. Ça, c'est le livre d'un ami, un frère congolais, Patrick Mbeko, Le Canada et le pouvoir, Tutsi du Rwanda. Les Canadiens aussi sont en train de faire la guerre contre le peuple congolais. Beaucoup d'entreprises canadiennes sont au Congo.
dans le domaine des minéraux. Et c'est pour cela que cette guerre ne finit pas. Car tout le monde veut manger un morceau du Congo, sauf les Congolais. Rwanda, un génocide en question. C'est un homme de service secret français qui a écrit cette histoire, le capitaine Bernard Lugan. Il a parlé de ses expériences avant, pendant et après les génocides. Il était dans la région des Grands Lacs. Il était un jour au Burundi, un jour au Zaïre de Mobutu, un autre jour au Rwanda de Berimana. Ce qu'il voyait, il a collecté les informations. Si vous les comparez, vous allez comprendre beaucoup d'histoires qu'on ne vous dit pas. Lisez. Bernard Lugan, Rwanda, un génocide en question. Pierre Péan, noir fureur, blanc menteur. Les blancs sont toujours les menteurs. Rwanda, de 1990 à 1994. Comment les choses étaient mises en place par les blancs menteurs pour que les noirs s'entretuent. Noir fureur, moi bantu beshi muna wana, bazungu njeba na milanda muwane, jubo bengie banze kuiba. Ça ne parle pas aussi du Rwanda, ça parle d'Israël. Israël, il y a Bongo, Israël Mugonayo. C'est la 13e tribu. Les 12 tribus d'Israël sont dans la Bible. Les Blancs ont créé une 13e tribu pour aller occuper Israël, chasser les Palestiniens, commencer à les tuer, comme ils ont tué les peaux rouges en Amérique, au Canada, et même les aborigènes en Australie pour prendre des terres. Même au Congo, si vous ne faites pas attention, on commencera à vous tuer pour prendre vos terres. Parce que voilà, là, on a mis pite. Quand vous avez un membre sérieux, moi, on a zoomé. Moi, on a peine de football, on a peine d'aller au basket, on a peine d'aller au Kouimbia, les politiciens. Moi, on a un problème sérieux. Attention, ouvrez les yeux. On a peine d'aller au match. Quand on a 2-0, on a win, on a chiqué bien, on a là bien. À Tabano, avant de vous, ça ne te dit rien. Mikosh. Charles Onana, Rwanda, la vérité, c'est l'opération turquoise. Lisez des livres. L'opération turquoise, c'est l'envoi des militaires français au Rwanda pour créer une zone tampon afin de séparer les Hutus et les Tutsis pour empêcher le génocide. Chose que l'Amérique n'a pas voulu. L'Amérique a chamboulé tout pour qu'il y ait génocide. Et qui a gagné après le génocide? C'est les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont réussi à installer leur pion au Rwanda, à transformer le Rwanda de pays francophone en pays anglophone. Ça devient un protectorat des États-Unis, leur base d'atterrissage et d'attaque, de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Donc, qui déstabilise le Congo? C'est les États-Unis d'Amérique. Maintenant, quand nous posons la question, les politiciens congolais peuvent les bénéficier à Kala. Pourquoi ils font une liste à ma problème? Aigle, on a semaka, on a tout proposé à Nini. Toi, tu parles beaucoup. Toi, tu proposes quoi? Un homme intelligent, d'abord, quand tu es en train de lui expliquer un problème, ça ne sert à rien de te demander ce que tu proposes. Un cerveau intelligent capte déjà. Même un enfant intelligent, tu es en train de lui raconter une histoire, d'expliquer un texte à l'école, d'expliquer une opération mathématique. Un petit sage intelligent, il a déjà la réponse. Seul un cerveau retardé, il t'appelle au monnaie chez Bioté. Tu es ministre du Congo, on a fait une vidéo yango. Peut-être à quoi na bati ya kusoma, roi muvivu kusoma. Je suis en train de faire cette vidéo avec il m'a livré à l'appui. Je vous explique que moi je lis, je ne viens pas rêver. Tout ça c'est sur le Rwanda. Différents sons. Nisikia bantu ba mingi banasema nini sur le Rwanda. Mispende kusikia paka muntu mwanyambie. Est-ce que bantu mingi batezi kulanda ata? Bantu bote wana bafu. Basema que les mambo moi. Bongo et génocide de Rwanda, c'est un mensonge. Créé et qui bénéficie à ceux qui l'ont créé. Non. Aux politiciens congolais, quand je lis, je te montre ça. Tu ne peux pas avoir une réponse. Tu ne peux pas avoir une solution. Hein? Tu ne peux pas comprendre, ah, si c'est comme ça, donc moi en tant que ministre, moi en tant que membre de je ne sais quoi, donc nous devons faire tout pour capitaliser sur cette information, aller présenter ça, contrecarrer celui-là, nous allons sauver le Congo. Mini Kouyetena. Congo. Congolais. Ça, c'est un frère congolais du Kivu qui a écrit ce livre.
intitulé The Lies of the Tutsi in Eastern Congo Zaïre. Les mensonges des Tutsis dans l'est du Congo Zaïre. Un livre très intéressant, avec des références à l'intérieur. Ici, il parle de la mafia des Rwandais Tutsis qui s'autoproclament, qui sont des Congolais. Oh, nous sommes arrivés là-bas en 1800 tel. Nous étions là-bas en 1700 tel. Les Azaras Rubeiro sont des menteurs. Des Moïse Nyarugabo sont des menteurs. Tous ceux qui vous racontent des histoires sont des menteurs. Lisez, un Congolais a aussi écrit. John Kapapi, un homme de Kivu. Ça doit être un foulero, hein, de la tribu de Bafulero. Il connaît bien l'histoire. Il est né, il a grandi au Kivu, au sud Kivu. Il connaît très bien comment les Rwandais venaient. Lui, il était enfant, il voyait. Tous les Rwandais avec lesquels il jouait, il disait qu'ils sont Rwandais ou qu'ils sont Congolais. Comment brusquement tu joues avec moi aujourd'hui? La guerre entre, vous fuyez. Vous allez prendre les armes pour aider Kagame à tuer les Hutus là-bas. Quand vous finissez, vous entrez avec Laurent Désiré Kabila. Nous qui avons étudié avec toi au Kivu, nous te connaissons comme Rwandais. Tu entres maintenant en tenue militaire avec Kabila de la FDL. Nous te saluons. Nous te demandons, oh, tu es allé entrer dans l'armée? Oui, je suis entré dans l'armée. On te voit à la télévision un jour pour dire que tu es Manyamuleng. Ah, c'est un livre témoignage. Lisez. Batamibeba inchiju buelele bonamipita. Kizoba elekiba congolais. Bakozwa mboka wana parce que bozana mboka kitoko. Mboka très riche, mais boa bazoba majorité. Le monde c'est comme ça. Un diamant par terre dans la maison d'un fainéant. Un autre homme prend ça. Tu es dans ta parcelle, tu ne sais pas que cette pierre là-bas c'est de l'or. Un monsieur qui vient pisser là-bas dans tes toilettes là-bas, en passant, il se cogne quelque part, il regarde, il dit, ça brille, c'est jaune. Est-ce que ce n'est pas de l'or ça? Il essaie de regarder, oh, c'est de l'or. Ce monsieur qui passe chaque fois, il ne sait pas que cette pierre c'est de l'or. Il va d'abord se demander, est-ce l'or ou pas? Parce que si c'était de l'or, toi tu devais déjà savoir ça. Tu devais creuser et cesser de vivre une vie de pauvre. Comme tu n'as pas creusé, il va douter d'abord. Non, peut-être qu'il te va répéter. Mais s'il voit que c'est de l'or, il ne va pas te montrer. Il va prendre ça en secret. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pièces d'or ici, sous la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher comment t'évacuer là-bas, parce qu'aux Azoba, il peut même aller vendre cette grosse pierre là-bas d'or. Il a des millions de dollars américains, des milliers. Il vient te proposer d'acheter ta parcelle. Parcelle n'inga pimze. Ah, il parcelle tu ya mu 5 ans mu kanina mu kolwezi. Au moins la parcelle tu ya mu kikula mu likasi, notre parcelle je ne sais pas de la Katuba 3 à Lubumbashi. Ah bon, mzee oni petu tone kwanza. Ni mlompe ngapi? Bon. Par exemple, je ne dis pas que c'est ça le prix de la parcelle. Bon, on y peut tout. Peut-être à $5 000 à discuter. Mais tu as coupé 3 000. Tu n'as jamais touché 3 000 ou on a kemba. On a coupé on a mis sa parcelle. La première des choses, il va mettre l'enclos d'abord. On a clôturé. On a chimba. Il est hors, il va parler. Il a acheté ta parcelle, c'est pour de l'or. Ça devient une carrière. Point barre. Il va devenir millionnaire. Toi, tu étais là. Pendant tout ce temps, tu ne savais pas que ce morceau de caillou qui avait fait sortir la tête là-bas, c'était de l'or. C'est comme ça avec le Congo. Un pays riche avec des cerveaux vides. Il est Congo. Bibababo una fanya video na jamia mambo mengine keki na kanjika bintu abuelewele. Mimi shakuchoka, mimi shafika mniveau moi je ne respecte pas bantu ba mingi mule mkongo. Jumu bantu bengine na mériter respect. 26 ans de tuerie au Congo. Mnashinda ku proclamer
Vous manquez de proclamer le génocide du peuple congolais vous-même. Qui viendra pleurer pour vous? Qui viendra proclamer le génocide du peuple congolais pour que Kagame et compagnie commencent déjà à avoir peur à payer? Mais un imbécile va me dire, oh, on a seulement coulé, oh, on a tafuta nini. Nous proclamons le génocide du peuple congolais comme Gobanaum. C'est mon pouvoir. Proclamez le génocide du peuple congolais, personne ne viendra vous arrêter. Et vous allez voir le changement en politique internationale automatiquement. Regardez les gens, vos amis, au Burkina Faso, le Niger, regardez au Mali, ils ont attendu qui? Les Américains, les Français? Non, ils chassent même les Américains, ils chassent les Français. Donc ce n'est pas un miracle parce qu'ils sont au pouvoir. Bon, Moutajidjoua, vous êtes habitué à souffrir, une race destinée à souffrir, c'est votre problème. L'avenir du Congo, c'est quoi? Vous allez répondre vous-même. Car vous connaissez mieux que les autres personnes. Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse.